Nous allons voir maintenant la syntaxe qu'on utilisera pour les fonctions. Donc la première ligne du code source d'une fonction va être sa signature, comme dans tous les langages de programmation. Il y a plusieurs syntaxes par contre pour la signature. Voici celle que l'on va utiliser. Je vais l'illustrer sur un exemple. On commencera par écrire fun pour dire qu'il s'agit d'une fonction, suivi de son type de valeur de retour, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction qui renvoie un entier, suivi de son nom, donc c'est une fonction qui s'appelle somme, une paire de parenthèses toujours, et pour chaque argument que la fonction attend, je donne son type, un espace et le nom que je veux utiliser pour l'argument. C'est-à-dire que cette ligne-là m'indique que je suis en train d'écrire une fonction qui s'appelle somme, qui prend en argument un seul argument qui est un entier que j'appellerai n et qui renvoie un entier. Que fait cette fonction? Eh bien tout simplement, elle initialise s à 0 et elle fait une boucle pour i allant de 1 à n. Et à chaque étape, on calcule la valeur de s plus i et on ajoute cela à s. Et à la fin, on fait renvoyer s. Ainsi, j'ai calculé la somme des entiers de 1 à n inclus et je fais renvoyer s. Voici des explications par écrit de ce que je viens de dire à l'oral. Dans les cas où la fonction ne renvoie rien, on utilisera comme type de retour void commencé. Ou bien on utilisera le mot-clé proc pour dire qu'il s'agit d'une procédure, c'est-à-dire d'une fonction qui ne renvoie rien. Donc pour une fonction qui ne renvoie rien, on commencera par proc pour dire procédure, qui veut dire qu'il n'y a pas de valeur de retour, ou bien par fun void pour dire qu'il s'agit d'une fonction qui ne renvoie rien. On s'autorisera également à utiliser un type fictif nombre lorsque l'argument d'une fonction peut être un entier ou un flottant. Vous le savez pour ceux qui ont fait du C, on ne peut pas écrire la même fonction selon qu'on attend des entiers ou des flottants. Cela est parfois un petit peu pénible en C. Il y a beaucoup de langages de programmation qui permettent ce qu'on appelle la surcharge des fonctions et donc on se le permettra en algorithmique. Donc, par exemple, je suis en train d'écrire une fonction qui s'appelle div, qui prend en argument un nombre que j'appelle numérateur et un nombre que j'appelle dénominateur, c'est-à-dire que numérateur et dénominateur pourront être des entiers ou des flottants, peu importe, et je renvoie comme type de retour un float. Et tout simplement, eh bien, je crée une variable résultat de type float dans laquelle je stocke la division du numérateur par le dénominateur et je renvoie ce résultat. Voici d'autres exemples de fonctions, des fonctions assez classiques. Donc une fonction qui s'appelle max, qui prend en argument un float x et un float y, qui va renvoyer une valeur de retour de type float. Je regarde si x est plus grand que y. Si oui, je stocke x dans m, sinon je stocke y dans m. Et ensuite, je renvoie m. Et donc cette fonction renvoie le plus grand flottant entre x et y passé en paramètres. Un autre exemple, j'écris une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle demande nombre et affiche opposé, qui ne prend aucun argument, qui demande une saisie clavier que l'on stocke dans x, avec conversion automatique ici de l'input vers le flottant x, et on affiche son opposé est moins x. Donc cette fonction a des effets de bord, puisqu'elle demande des saisies clavier et qu'elle affiche un résultat dans la console, mais elle ne prend pas d'argument et elle n'a pas de valeur de retour. C'est donc une procédure. Attention, il ne faut pas confondre les arguments, que l'on appelle également des paramètres, qui sont donnés à la fonction lors de l'appel, avec la valeur de retour, qui est ce que renvoie la fonction à la fin de son exécution, et d'autre part les effets de bord qui sont les affichages en console, les entrées clavier en console, la modification de la mémoire, par exemple modification d'une case d'un tableau, etc., etc. Rappelez également, lorsqu'une instruction renvoyée ou retournée est exécutée, on sort de la fonction, quel que soit le reste des instructions qui étaient prévues. Une fois qu'une fonction exécute renvoyée ou retournée, qui est un synonyme, on ignore toutes les instructions suivantes dans le bloc de la fonction. Lorsqu'on fait un appel de fonction, si la fonction
à une valeur de retour, on souhaite généralement récupérer cette valeur de retour pour en faire quelque chose. En particulier, on peut la récupérer par le biais d'une affectation. Par exemple, ici, je lance l'exécution de la fonction somme sur l'argument 5, qui est la fonction que j'ai définie précédemment. À la fin de l'exécution de la fonction, sa valeur de retour m'est renvoyée et vient remplacer ici ce somme de 5. Et donc, cette valeur de retour, qui ici dans mon cas vaut 15, va être stockée dans S. Et donc, je peux utiliser ensuite le contenu de S, comme d'habitude, pour une variable, pour en faire ce que je souhaite. Attention, si la fonction n'a pas de valeur de retour, alors l'appel de fonction ne doit pas faire partie d'une affectation, puisqu'il n'y a pas de valeur de retour à affecter à quoi que ce soit. C'est le cas lorsqu'on fait des affichages avec print ou printf en C. En fait, l'appel de fonction est donc tout seul sur une ligne en général et il sert juste à exécuter l'ensemble des instructions qui sont dans la fonction. Concernant la portée des variables, il faut bien se rappeler que les variables ne sont pas accessibles depuis n'importe quel endroit dans notre programme, n'importe quelle ligne dans notre programme ou dans notre algorithme. La portée ou la visibilité d'une variable désigne l'ensemble des endroits où cette variable est accessible. Et une fonction ne peut lire et écrire que dans ces variables locales, c'est-à-dire les arguments de la fonction, qui sont considérés comme des variables locales, ainsi que les variables qui sont déclarées à l'intérieur de la fonction. Et évidemment, la même règle s'applique au programme principal. Voyons ou revoyons un exemple d'une fonction qui, en elle-même, n'est pas très utile, mais qui va me permettre d'illustrer la portée des variables. Donc je vais exécuter un pas à pas. Donc c'est toujours la première ligne de mon programme principal qui est exécutée, en l'occurrence ici. Je crée dans mon groupe de variables du programme principal deux variables n et m de type entière. Ensuite, j'affecte la valeur 4 à n, comme ceci. Puis je passe à l'affectation suivante. Je commence toujours par évaluer ce qui est à droite de mon symbole d'affectation. Donc je vais lancer l'exécution de suivant sur la valeur contenue dans n. Voici donc le lancement de mon exécution de fonction. Donc automatiquement, cela crée un groupe de variables locales dédiées à ma fonction suivant. Tous les arguments que ma fonction attende ont été passés ici lors de l'appel et donc une copie de la valeur de ces arguments est reportée dans mes variables locales de suivant. Autrement dit, la valeur 4 ici qui était stockée dans n est envoyée pour être stockée dans a qui est le premier argument de suivant, comme on peut le constater ici. Ensuite, j'exécute donc la première ligne de ma fonction, j'incrémente la valeur de a qui passe à 5, puis je renvoie la valeur qui est stockée dans a, donc ma valeur de retour est 5. Cela signifie qu'ici, c'est comme si mon appel suivant de n était maintenant remplacé par 5 et va donc être stocké dans m. On remarque en particulier que l'affectation a++ qui est ici s'applique à a qui est une variable locale de suivant, mais absolument pas à n qui était la variable locale du programme principal que j'ai utilisée comme argument de ma fonction, puisque a est juste une copie de la valeur qui était en n, c'est une copie du 4. Attention, grâce à cette portée des variables, on s'autorise souvent à réutiliser des noms de variables de manière identique dans plusieurs fonctions pour des variables qui sont donc tout à fait différentes. Ici, je peux appeler un argument n, c'est mon n qui est en vert. N est une variable locale de suivant, donc elle n'apparaîtra que dans le groupe des variables de suivant. Donc suivant a deux variables locales, le n, qui est aussi un argument, et décalage. D'un autre côté, on a le programme principal qui se situe ici, qui lui a deux variables locales, n et m, que l'on retrouve ici dans la boîte des variables dédiées au programme principal. Et donc, dans mon programme principal, seuls n et m rouge existent, et donc on ne peut pas se servir du n vert et de décalage. Et inversement, dans suivant, on peut se servir uniquement du n vert et de décalage, et pas du n et m rouge qui existent seulement dans le programme principal. Voici un nouveau petit QCM
Je vous laisse donc mettre pause, réfléchir et choisir une réponse. La bonne réponse est la numéro 4. Pourquoi? Lorsque je lance une exécution de la fonction écart, avec comme premier paramètre -1 et comme deuxième paramètre 3,5, cela lance donc une exécution de cette fonction ici. Donc, sont créés comme variable locale de la fonction écart un x qui reçoit la valeur -1 et un y qui reçoit la valeur 3,5. Ensuite, je déclare D, puis je fais appel à ma fonction valeur abs avec l'argument x moins y. Donc, je calcule la valeur de x moins y qui vaut -1 moins 3,5, c'est-à-dire moins 4,5, et je fais mon appel à valeur abs avec comme argument moins 4,5. Cela lance donc l'exécution de ma fonction qui est ici. Donc ce x qui est une variable locale de valeur abs reçoit ce qu'on lui a passé comme argument, c'est-à-dire moins 4,5. Et je dis si x est supérieur ou égal à 0, ce n'est pas le cas. Moins 4,5 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc je n'exécute pas les fonctions associées au si. Je passe au sinon. Je renvoie moins x. Donc moins 4,5, cela vaut 4,5. Et donc cette valeur de retour est renvoyée à l'endroit où on l'avait appelée, à savoir ici. Et donc mon affectation devient D reçoit la valeur 4,5. Et ensuite, je renvoie D. Donc la valeur de retour de la fonction écart passée sur les paramètres qui étaient ici vaut 4,5.